Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre du français moderne, parlé, avec la série 10% que l'on peut voir en ce moment sur Netflix. Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Oui. Tu peux commencer tout de suite? 10%, qui s'appelle aussi Appeler mon agent au Canada ou Call my agent aux USA, est une série télévisée française diffusée à partir de 2015 sur la chaîne France 2 en France et maintenant disponible sur Netflix à travers le monde. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier? 10%, la série qui vous fait découvrir le prix de la célébrité. La série décrit la vie d'une prestigieuse agence artistique d'acteurs après la mort accidentelle de son fondateur. À chaque épisode, une vedette de cinéma joue son propre rôle avec une certaine autodérision. Et au fur et à mesure des épisodes, on suit les agents qui se donnent corps et âme pour trouver les meilleurs films et les meilleurs contrats pour leurs clients. Personnellement, c'est une de mes séries françaises préférées et c'est une série qui a beaucoup eu du succès en France et dans le monde. Le côté sombre du cinéma est souvent abordé, comme la difficulté de passer 40 ans pour les actrices, le harcèlement sexuel, l'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes. Et cette série paraît vraiment authentique et je pense que c'est ce qui plaît. 10% représente à la fois le point de vue des agents et celui des célébrités. On a vraiment l'impression de passer de l'autre côté de l'écran. Actuellement, il y a 3 saisons disponibles sur Netflix. La 4e saison a déjà été tournée et devrait a priori être diffusée à la fin de l'année 2020 si la crise sanitaire le permet. C'est parti pour découvrir le français tel qu'il est parlé au quotidien. Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. Ici, vous remarquerez que l'on dit « on » au lieu de « nous ». On les aide au lieu de « nous les aidons ». On négocie au lieu de « nous négocions ». On les accompagne au lieu de « nous les accompagnons ». D'une manière générale, dans le français parlé, on dit rarement « nous ». En tout cas, pas d'une manière courante, pas au quotidien, entre amis, en famille, même au travail. On va quasiment toujours utiliser « on » à la place de « nous ». L'avantage, c'est que « on » s'utilise avec la 3e personne du singulier en termes de conjugaison. C'est donc plus simple à conjuguer qu'avec la 1re personne du pluriel. D'une manière générale, je vous conseille de prendre l'habitude d'utiliser « on » à la place de « nous », en tout cas dans le langage parlé. Vous aurez l'air plus authentique qu'en utilisant la conjugaison avec « nous » qui paraît plus formelle et plus scolaire. En échange, on prend 10% de la rémunération. Alors, je te présente Hervé, l'assistant de Gabriel Sarda, Noémie, l'assistante de Mathias Barneville. Bonjour. Et, pardon, comment tu t'appelles déjà? Camille, voilà. Voilà est un adverbe que l'on va retrouver au début ou à la fin des phrases. Ça sert à ponctuer une phrase quand c'est à la fin, à insister sur quelque chose ou éventuellement à présenter quelque chose quand c'est au début d'une phrase. Pour certains, c'est presque devenu un tic de langage et certaines personnes mettent « voilà » à chaque fin de phrase ou en tout cas très souvent dans les fins de phrases sans que ça veuille dire vraiment quelque chose, comme si c'était un point qui termine une phrase. Ici, « voilà » veut dire « ah oui, c'est ça ». C'est une autre manière de dire « ah oui, je ne me rappelais pas de ton prénom, voilà, c'est ça, c'est Camille ». Donc Camille, tu te mets là, dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout, et tu ne dis rien d'autre qu'elle est en rendez-vous à l'extérieur. Ok? Surtout, tu dis pas, elle vous rappellera. Ok? À toutes. Tu dis pas au lieu de tu ne dis pas. Très souvent, le ne de la négation n'est pas marqué à l'oral. Je n'ai pas l'habitude de faire ça devient j'ai pas l'habitude de faire ça.
je ne vois pas devient je vois pas. Là aussi, si vous voulez sonner plus authentique, vous pouvez vous passer de marquer la négation avec le ne à l'oral. Par contre, à l'écrit, bien sûr, il faut continuer à le mettre. À toutes, à la place de à tout à l'heure. Ça aussi, c'est une habitude assez courante à l'oral de raccourcir des mots. On verra un autre exemple tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure devient à toutes. Et donc toi, t'es l'assistante de Mathias Barneville. Et donc, toi. Commencer une phrase par « et donc », c'est une manière d'entamer une discussion ou de rebondir sur un sujet. Là, on vient de présenter à Camille l'assistante de Mathias et ça l'intéresse, Camille, d'en savoir plus sur Mathias. Pour savoir pourquoi, il faut regarder la série. Et donc, elle va rebondir sur cette présentation, elle va entamer la discussion en disant « et donc ». Le fait d'utiliser « toi », c'est-à-dire un pronom personnel accentué, est quelque chose de très courant que l'on va rencontrer souvent dans le langage parlé. Ça permet d'insister, là aussi, de dire « toi, tu connais cette personne ». C'est aussi une manière d'être moins formel et plus convivial. Oui. Il est comment? Très bien. Très bien. Pour tout le monde, c'est l'agent le plus horrible du monde, mais pour Noémie, c'est l'homme idéal. Votre femme a téléphoné. Monsieur Barneville, êtes-vous sûr de vouloir continuer à vivre avec elle? N'importe quoi, là. Qu'est-ce que tu fais, ma vieille? Ma vieille ou mon vieux est utilisé de manière familière envers quelqu'un que l'on connaît bien. Peu importe son âge, ça n'a pas de lien avec l'âge de la personne. C'est une manière familière et un tout petit peu hautaine de s'adresser à quelqu'un. Notamment quand cette personne a fait quelque chose ou fait quelque chose d'un petit peu bête, d'un petit peu absurde. Oui, Sophia? Oui. Là, c'est la compta. Je les adore, j'ai rien à leur dire, mais je les adore. Je les adore au lieu de je les adore. Tout à l'heure, on a vu que la négation pouvait être souvent supprimée à l'oral. Et ici, on voit que le « je » devient très souvent « j » à l'oral. Par exemple, « je ne sais pas » peut devenir « je sais pas » et peut même devenir « je sais pas ». Le « e » du « je » disparaît et devient « je sais pas » et ce qui devient en temps normal « je sais pas », comme s'il y avait « ch » devant le verbe savoir. C'est quelque chose que vous allez très souvent rencontrer. Et là encore, dans cette phrase, vous remarquerez qu'au lieu de dire « je n'ai rien à leur dire », Hervé dit « j'ai rien à leur dire ». Et dans la phrase suivante, vous allez par exemple entendre « je fais visiter » au lieu de « je fais visiter ». Bonjour, je vais visiter. Salut. Voilà. Bonjour. Camille. Une des deux filles couche avec le mec, mais j'ai pas le droit de dire qui. Le mec, c'est un mot un petit peu familier, mais très courant dans le langage quotidien que l'on utilise pour parler d'un homme ou d'un garçon. Bon, maintenant, je vais te montrer le département juridique. Ok. Bon, maintenant, je vais te montrer. Dans le langage parlé, on va raccourcir un peu tout ça et on va dire « bon, maintenant, je vais te montrer ». En fait, vous pouvez constater que très souvent, le « e » est supprimé et mangé à l'oral. Dans « maintenant », le « t » et le « e », le son « te » disparaissent quasiment pour devenir un « t » très léger, presque comme un « d ». Maintenant, maintenant. Le « e » de « je » disparaît et devient « je vais » au lieu de « je vais », je vais. Et pareil pour le « e » de « te montrer » devient « te montrer », te montrer.
Bon, maintenant, je vais te montrer. C'est assez important de comprendre ce fonctionnement et de comprendre ces tics de langage parlé, parce que c'est très souvent la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à comprendre les Français quand ils parlent. Et c'est ce genre de modifications et de raccourcis qui souvent perturbent les apprenants de français. Donc c'est important de les connaître. Et à défaut de les reproduire, parce que ce n'est pas forcément le but, mais en tout cas, il faut les connaître pour pouvoir au moins les comprendre. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est une expression que l'on utilise pour parler de quelque chose qui est primordial, indispensable, ultra important. Souvent, on va utiliser cette expression pour parler de l'argent, parce que malheureusement, l'argent est indispensable dans toute chose, et notamment pour la guerre. L'argent est indispensable pour payer les munitions, acheter les armes, payer les soldats, organiser les combats. C'est donc le nerf de la guerre. C'est là-bas où il y a tous les contrats. Voici un autre exemple de contraction. Il y a devient y a. Il y a tous les contrats. Il y a quelque chose à voir. L'ouverture d'une centrale nucléaire en Iran, juridiquement, c'est moins compliqué que le contrat d'une star commune. Ici, on met tous les scénarios qu'on reçoit pour nos acteurs. Alors, le scénario, c'est la base de tout. Le mot scénario, qui à la base est un mot italien et donc très utilisé en français. Scénario est au singulier et scénarii au pluriel. Mais en français, on n'a pas réussi à avoir cette habitude de différencier la terminaison des mots italiens suivant s'ils sont au singulier ou au pluriel. Donc, scénario en français et au pluriel va prendre un S au lieu de prendre un I comme en italien. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Ok ? Et là, il y en a moins. C'est qui, Arlette? Comme tout à l'heure, on retrouve la contraction « il y en a moins » devient « il y en a moins ». Il y en a moins. Arlette Azémar, la plus vieille agent de Paris. D'ailleurs, elle dit pas agent, elle dit impresario. Ouais. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park ? Ouais. Bah, c'est elle qui les représentait. Et Andrea, elle lit pas. Tu rigoles ? Ça n'existe pas, Andrea lit pas. Andrea lit tout. Et je dis bien tout, de la plus grosse comédie potage qui tâche au petit film indépendant kurde. Le verbe potacher veut dire étudier intensément. Par exemple, un élève de terminale qui prépare son bac va potacher les dernières semaines de l'année scolaire pour préparer son bac. Par extension, l'adjectif potache va s'utiliser pour qualifier quelque chose qui a un humour qui va plutôt plaire aux jeunes. Et souvent, cet adjectif est d'ailleurs utilisé pour qualifier un humour qui peut être un petit peu vulgaire. Une tache, c'est une marque, une trace qui a été laissée par quelque chose de salissant. Avec cette expression, une comédie potache qui tâche, on joue avec les sons, avec la rime entre le mot potache et tâche. Et en fait, ça veut dire que l'humour de la comédie, du film, va être particulièrement lourd, gras, va laisser des traces, comme une tache. Ça veut donc dire que cette comédie potache va être peut-être particulièrement vulgaire, pas très fine. Elle veut pas risquer de passer à côté de quelque chose de grand. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? On retrouve ici un nouveau raccourci, une nouvelle contraction. Qu'est-ce que ça fout là devient qu'est-ce ça fout là. Dans une question, qu'est-ce que, le que souvent disparaît à l'oral. Par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Devient qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Le verbe faire est très souvent remplacé par foutre à l'oral. Attention, ça peut être familier, très familier dans certains cas. Qu'est-ce que ça fait là ? Devient qu'est-ce que ça fout là ?
Souvent, le mot foutre est utilisé quand on est énervé ou en colère. Par exemple, si je demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu fais là ?», mais dans un sens qui montre que je suis énervée, par exemple, de le voir ici, je ne vais pas lui dire « qu'est-ce que tu fais là ?», je vais lui dire « qu'est-ce que tu fous là ?» Le fait d'utiliser foutre montre l'énervement. C'est à Gabrielle, ça. Par contre, tu devrais la surveiller, elle a tendance à piquer les scénars des autres. Piquer est un verbe courant que l'on va utiliser à la place de voler. Le verbe piquer a un sens moins grave que le verbe voler. C'est moins condamnable. Voler est particulièrement répréhensible. C'est condamnable par la loi. Alors que piquer aurait plus le sens de emprunter. Si par exemple je dis « je t'ai piqué ton stylo », ce n'est pas dans le but vraiment de le garder, de le voler, mais plus de l'emprunter pour l'utiliser un instant. Ici, dans la phrase d'Hervé, c'est un petit peu le même sens, c'est-à-dire que Andrea pique les scénarios des autres. C'est pas vraiment méchant, c'est plus dans l'espoir de pouvoir découvrir avant les autres un super scénario. Ensuite, on retrouve à nouveau un raccourci. Tout à l'heure, on a vu à toutes au lieu de tout à l'heure, à tout à l'heure. Ici, on voit scénar au lieu de scénario. Salut Antoine. Salut. Je te besoin de Camille. Salut. Alors là, c'est la salle de presse. Ok. On appelle ça la boutique, nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je te besoin de Camille, la nouvelle assistante d'Andrea. Bonjour. Bonjour. Qu'avons-nous en boutique, mademoiselle, aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique? On a un costume Saint-Laurent pour Joey Star. Wow. Une robe Prada pour Léa Seydoux, quelques parfums, plein de crèmes. Tu l'as, le sérum concentré clarté de Sotis? Non, désolée, toujours pas. Quand les stars récupèrent pas leurs cadeaux, on se sert. Voici une nouvelle contraction. Le « e » de « se » disparaît. Au lieu de dire « on se sert », on dira « on sert ». Du coup, on va insister sur le S pour qu'il soit plus dur. On sert. On sert. Et c'est vrai pour Cécile de France. Elle s'est fait refuser pour le Tarantino à cause de son âge. Les réalisateurs qui sont particulièrement connus, qui ont beaucoup de succès et un palmarès de films très important, pour ces réalisateurs-là, leur nom devient une marque. Donc on va dire par exemple, est-ce que tu as vu le dernier Tarantino ? Sous-entendu, est-ce que tu as vu le dernier film de Tarantino ? Ouais. Elle va avoir 40 ans quand même. À l'oral, c'est assez rare de dire le mot « oui », sauf pour insister sur quelque chose. Par exemple, une mère dit à son enfant « tu prends bien ton écharpe avant de sortir » et l'enfant va lui dire « oui, je prends bien mon écharpe avant de sortir ». Donc le « oui » va être une manière d'insister sur la phrase, mais sinon, d'une manière générale, on va plutôt dire « ouais ». Donc c'est un peu familier à ne pas utiliser au travail avec des supérieurs hiérarchiques par exemple, mais sinon en famille, entre amis, on dira toujours « ouais ». T'as vu? Nathalie a la plus belle vue de l'agence. C'est dit. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos et vous pouvez également recevoir gratuitement la transcription écrite de cette vidéo en format PDF. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos et cliquez sur le petit pouce bleu. À très bientôt.